Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Séance d'information au profit des militants de l'Union progressiste ce week-end à Abomey. Les derniers développements de l'actualité politique nationale ont été portés à la connaissance des militants à la base. Jamaat islamique Ahmadiyya vole au secours des sinistrés de la commune d'Atiémé. L'ONG a fait don de vivres et de médicaments aux populations sinistrées et touchées donc par les inondations. Et puis, coup de projecteur ce soir sur l'artiste Charlie Dicou, un virtuose de la sculpture. C'est le magazine à suivre en fin d'édition. Merci et bienvenue à ce journal qu'on démarre par la politique avec ce rendez-vous entre les responsables du parti L'Union progressiste et leurs militants d'Abomey. Et comme on pouvait s'y attendre, les derniers développements de l'actualité politique nationale ont été passés en revue et notamment la révision de la Constitution. Le point sur place avec notre correspondant Boniface Biarou. L'actualité au Bénin faisant couler beaucoup de salive et d'encre, les leaders politiques du bloc progressiste dans le département du Zou ont opté à aller au-devant des populations. Ceci dans le but de leur servir la vérité. Il est vrai, ils ont entendu des choses à la télé, mais la première de ces informations, quand nous-mêmes nous apportons l'information, c'est mieux, et parce que les réseaux sociaux, tout ça là, ils ne disent pas toujours la vérité. Et la vérité servie à porter sur la loi, sur l'amnistie et la révision de la Constitution. Sur justement la révision de la Constitution, le bloc progressiste expose les motivations de son accord. La vice-présidence, nous avons expliqué, c'est pour la première fois dans notre pays, parce que c'est important de prévoir l'imprévisible. C'est important de disposer de sorte que notre pays puisse effectivement être dans la quiétude. Les élections générales, oui, parce que tous les ans nous faisons donc des élections. 2015 élections, 2016 élections, 2020 élections, 2021 élections, 2023 élections, et il y en a tous les jours presque. Un pays ne peut pas se développer, un pays ne peut pas aller de l'avant lorsqu'on est donc dans ce schéma répétitif d'élections, élections ruineuses. Face à leurs militants à la base, les ténors de ce parti argumentent également leur vote de la loi sur l'amnistie. L'idée qui sous-tend la prise de cette loi, c'est l'apaisement. Après tout, nous sommes et nous restons toujours des frères. Entre les frères d'une même nation, il faut quand même s'asseoir et se comprendre sur le minimum. Donc ce n'est que le prolongement, sinon que la suite du dialogue politique. L'actualité politique n'est pas seulement au centre des échanges, il a été aussi question de la vie du parti. Les militants et sympathisants sont invités à accélérer le processus de leur inscription en ligne pour avoir leur titre de membre. Nous ne rêvons pas. Ça peut être arrêté à une semaine avant. On peut vous avertir une semaine avant, mais pas plus. Et ça peut intervenir au cours de la semaine qui vient. À partir du lundi prochain, attendez-vous à tout moment à ce qu'on donne le point final. Deuxième chose importante que je voudrais dire, le nombre minimal pour mettre en place les bureaux en place dans une cellule. Dans les villages où il n'y a pas 30 militants, on ne mettra pas de cellule en place. C'est 30. Les militants sortent de cette séance bien aguerris. C'est une première que nos élus, après un vote, veuillent revenir vers la base, leur expliquer quand même les modifications. Nous avons compris que les fondamentaux n'ont pas été touchés, mais par rapport à certaines questions comme la représentation des femmes, nous avons eu un plus par rapport au nombre de mandats des députés. Ils ont pu limiter le nombre de mandats parce qu'il
il faut donner la chance à tout le monde d'y participer. Ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est que désormais, il y a une loi qui a été votée, qui va permettre à ceux-là qui ont participé aux manifestations post-électorales d'être libres de leur mouvement. Donc pour moi, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative du président de la République. La charge leur est donnée de servir autour de la bonne information. Et on reste dans le sillage de cette actualité brûlante, la révision de la Constitution. Les députés qui ont donc apporté des amendements à la loi fondamentale et une opportunité de reconnaissance pour les chefferies traditionnelles. Et déjà, cela les fait réagir. Et nos correspondants à Parakou sont allés recueillir les premières réactions des têtes couronnées de Parakou. On les écoute au micro de Nestor Sela et de Michael Nwati. Je suis très content de ça parce que beaucoup de Béninois s'inquiétaient. Tout président de la République du Bénin ne peut faire que 10 ans. Et une fois 10 ans fait, celui-là ne peut plus revenir. Ça là, je suis très content de ça d'une part. Et d'autres, toutes les institutions que nous avions, leur délai c'était 5 ans. Seule l'Assemblée avait 4 ans. Ils ont aussi accepté de ramener le cas de l'Assemblée à 5 ans, mais aussi en corrigeant une autre erreur parce que en les ramenant à 3 mandats. C'est-à-dire, ces députés, après 3 mandats consécutifs, celui qui le fait ne peut plus être député. Certains avaient pris ça comme une carrière, ce qui empêchait à d'autres de ne pas venir. Or, dans un pays qui se veut responsable, il est quand même bon qu'on essaie de former les jeunes pour leur léguer le pouvoir. Ce qui m'a enchanté en plus, c'est reconnaître les chefferies traditionnelles. Ça nous arrange parce que dans certains pays limitrophes tels que le Nigeria, les chefs traditionnels sont rémunérés, même si ce n'est pas suffisant. Quant au Togo aussi, c'est la même chose. Aussi, je crois que la même chose se passe au Burkina, de même qu'au Cameroun. Les députés vont voter. C'est vraiment une très belle initiative que l'Assemblée ait voté pour la retouche de la Constitution. Et ceci pour 3 innovations majeures. Premièrement, l'idée d'organiser des élections générales. Cela va nous permettre d'économiser de l'argent en évitant des dépenses liées au communal, aux législatives, puis à la présidentielle. Ensuite, la meilleure représentativité des femmes au sein de l'Assemblée. Cela permettra de motiver davantage les femmes. Et enfin, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution. Ils ont vraiment toutes nos félicitations et les bénédictions de ma cour royale. Et la télévision nationale va continuer à vous proposer dans les jours et semaines à venir les magazines, les plateaux, les interviews pour mieux vous permettre de comprendre les enjeux liés à cette révision de la Constitution. Innocent Soro Avognon, récemment reconduit dans ses anciennes fonctions de président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, a été officiellement installé en milieu de semaine au siège de l'institution à Porte-Nouveau. Suivons ici un extrait des conseils prodigués aux juges par le président de la Cour suprême et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Ousmane Batoko, à l'occasion de cette installation. Je vous sais, monsieur Avognon, très croyant et très honnête, l'un allant toujours, ou presque, avec l'autre. Je sais que vous avez également les moyens de l'atteinte des objectifs que les exigences de vos fonctions prescrivent. Continuez d'agir chaque fois et toutes les fois dans l'intérêt supérieur du service public de la justice. En un mot, je ne doute pas que vous veillerez à dire et à faire dire le droit. Rien que le droit, chaque fois que l'Assemblée judiciaire est saisie d'une cause. C'est à ce prix que vous aurez travaillé
à la promotion d'une justice de qualité, d'une justice impartiale, d'une justice qui rassure le justiciable et honore le peuple béninois, au nom duquel nous rendons nos arrêts. Mes vœux de plein succès vous accompagnent dans cette exaltante mission de juge de dernier ressort. Et on va mettre le cap maintenant sur le département du Mono. Vous le savez, depuis quelques jours, nos compatriotes de plusieurs communes du Mono, notamment à Thiémé, sont donc sous le coup des inondations. Plusieurs structures leur volent au secours. Eh bien, c'est l'ONG Jamaat Islamique Ahmadiyya qui est la dernière structure à porter assistance donc à ces populations. C'est une activité couverte par nos équipes sur place à Lokossa, conduite par Colombe Amadji. Ce sont les sinistrés des inondations d'Athiémé. Ils reçoivent des soins médicaux gratuits et des produits de première nécessité. Une action de bienfaisance de Jamaat Islamique Ahmadiyya et ses partenaires de l'ONG Humanity First. Nous voici donc ici avec des vivres composés de 30 sacs de maïs de 100 kg, 30 sacs de riz de 50 kg, 30 bidons d'huile végétale de 25 litres, 30 cartons de pâtes alimentaires, 30 sacs d'haricots, 60 nattes, 300 moustiquaires, d'une valeur globale estimée à environ 17 millions de francs CFA et un cas médical assuré par les médecins de nos centres médicaux. C'est pour nous, membres de la Jamaat Islamique Ahmadiyya, un devoir de servir les personnes en difficulté. Ça a été initié par la Jamaat Islamique Ahmadiyya et financé par Humanity First d'Allemagne, par le biais de Humanity First de Bénin. Face à cette œuvre de solidarité de l'organisation humanitaire, autorités communales et départementales témoignent leur reconnaissance. C'est des partenaires que nous avons vus tous les jours. Nous les revoyons encore aujourd'hui. Je voudrais, au nom du conseil communal, les remercier, leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait et pour tout ce qu'ils continuent de faire pour notre commune. Les dons qu'ils ont apportés ce matin, la particularité de ce matin, c'est que ces dons iront en même temps et tout de suite aux sinistrés. J'apprécie également la méthode qui consiste à distribuer sur place les vivres aux populations. Ce que vous avez amené, c'est vu de tout le monde, c'est assez important. Les communes de Zobodomé, Wenhi et Soava sont également sur la liste des assistances de Jamaat Islamique Ahmadiyya. On reste donc sur le volet social pour préciser ces dons de moyens roulants aux conducteurs de taxis moto du 11e arrondissement. L'initiative émane du conseil d'administration de la Mutuelle sociale d'Afrique, une activité parrainée par le professeur Auguste Videgla du bloc républicain. Robert Edor pour le reportage. Faites-en bon usage. La clé remise à ces conducteurs de taxi-moto qui reçoivent un coup de main de la Mutuelle d'assistance sociale d'Afrique, MAS Africa. 20 motos neuves au total données à ces conducteurs pour les aider à changer leur outil de travail afin d'améliorer leur rendement. Faire du social le socle du développement de l'Afrique, une ambition du conseil d'administration de la Mutuelle d'assistance sociale d'Afrique, MAS Africa. Ils ont reçu une bonne moto, ils ne vont plus tomber malades, mais ils ont aussi des livrets de santé. L'objectif derrière, c'est que tous les Béninois, que les 12 millions de Béninois puissent avoir accès gratuitement aux soins de santé. C'est l'objectif derrière MAS Africa. Et c'est chemin faisant, lorsqu'on était en train d'étudier la faisabilité du projet, que l'idée d'attribuer des motos aux EM est venue. Ils ont dit que c'est les motos qui nous rendent souvent malades. Et comme c'est les motos qui les rendent souvent malades, il faut les changer des motos. Parce qu'ils ont des motos qui ont déjà 10 ans, 12 ans de vie. Lutter contre la précarité, le sous-emploi et le chômage,
une préoccupation pour les initiateurs. Le don des moyens de déplacement qui vont servir aux ZIM est un acte très fort lancé au 11e arrondissement pour donner le top et un message très fort à la jeunesse. Par nos propres efforts, nous pouvons aussi contribuer au développement. Donc nous sommes venus soutenir la jeunesse, soutenir les émigrants qui exercent un métier noble, qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille et leur dire que le chef de l'État les a dans le cœur et dans son programme intime pour les accompagner, pour mieux développer et mieux se nourrir et se prendre en charge grâce à leur métier. Nous avons cette différence dans le 11e arrondissement, cet esprit communautaire qui nous rassemble tous. Comme vous le savez, le 11e, c'est des vieux quartiers du Bénin. Et quand on dit des vieux quartiers, nous avons des sages qui nous ont laissé des héritages que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et c'est ça l'exemple aujourd'hui. Un geste salvateur signé Mass Africa qui vient soulager ces conducteurs de taxi-moto du 11e arrondissement. Au thème de 48 heures de bonnes et fructueuses réflexions, l'atelier national organisé à Grand Popo par la commission permanente de l'Académie des sciences du Bénin a refermé ses portes. Les débats étaient très animés autour de la problématique de la formation scientifique, technologique et technique. Les réflexions issues des 2 jours de travaux ont conduit à des recommandations et motions. Le compte-rendu est signé Renaud Capo. Dans la salle Popo d'un grand hôtel de Grand Popo, des figures bien connues du monde béninois de la recherche et de l'enseignement sont réunies. Ils sont assis à la même table que certains de leurs collègues, venus notamment du Sénégal et du Burkina Faso, pour réfléchir aux défis majeurs auxquels la formation scientifique, technologique et technique est confrontée au Bénin, afin d'en dégager des pistes de solutions. Après 2 jours d'intenses débats, ponctués par une série de 12 communications, l'élite intellectuelle réunie à Grand Popo a cerné les diverses questions soulevées par la problématique. Entre autres réflexions, les sachants réunis dans le cadre de cet atelier national ont mis l'accent sur le caractère extraverti de la recherche au Bénin et le mythe du diplôme, ce qui laisse transparaître une inadéquation entre les recherches scientifiques et les préoccupations nationales. L'école béninoise doit reposer fondamentalement sur la connaissance de soi, de son écosystème sociologique, culturel et économique, et l'enseignement du savoir dans toute sa complexité, impliquant aussi bien les connaissances technoscientifiques contemporaines que celles relevant du domaine non académique, englobant nos savoirs et savoir-faire endogènes, tout ceci supporté par l'éducation à la citoyenneté et à la culture scientifique. Pour la fin de la recherche extravertie en Afrique, l'idée d'un dialogue vertical et horizontal est vivement recommandée. Le Bénin serait ainsi bien inspiré d'étudier de plus près les expériences les plus abouties pour prendre et adapter aux réalités endogènes ce qui a réussi ailleurs. La Chine a réussi cela. Et que le Parti communiste chinois, c'est un cadre dans lequel les universitaires sont associés à la réflexion. Et c'est les résultats de leurs travaux qui permettent aux politiques de prendre les décisions les plus indiquées pour le développement du pays. Sans sa propre recherche contextualisée, tenant compte des enjeux et des défis locaux, menés par des locaux qui ont à cœur le souci de développement du pays, sans cette recherche, on n'a pas de chance. Dans tous les cas, un nouvel élan s'impose dans le contexte difficile de notre société de l'éducation et de la science pour chercher de l'intérieur des solutions à certains maux. Tout en privilégiant les particularités locales, il est aussi question de trouver le juste milieu entre les valeurs endogènes et l'apport universel. L'appel émis au détour de cet atelier national traduit aussi la volonté d'établir une nécessaire passerelle entre le scientifique et le politique en vue de repartir sur des bases mieux élaborées. Les politiciens et les scientifiques doivent instituer un système de communication qui leur permette de partager au service du pays les fruits des recherches et les postures scientifiques sous-tendant leurs actions. 2 jours de débat de haut vol qui ont vu défiler enseignants et chercheurs. Le plus gratifiant pour le gratin scientifique réuni à Grand Popo, c'est d'avoir fait œuvre utile.
Les recommandations et autres motions en disent long sur la qualité des échanges. Et puis en attendant d'inverser le cours de l'histoire avec les pertinentes réflexions issues donc de leurs assises, les participants à l'atelier de Grand Popo doivent aussi œuvrer pour penser les plaies de la balkanisation de la sous-région. L'idée d'une coopération scientifique est tout à fait indiquée pour parvenir. Quelques-uns des enseignants, chercheurs sont revenus sur la problématique au micro de Renaud Akapou et de Petroni Lokoso. Le bilan est riche parce qu'il y a eu des débats très denses, intenses sur la problématique vraiment de l'enseignement, la formation inclusive et équilibrée. Et c'est vraiment un débat de grande facture, des réflexions très profondes sur comment notre système éducatif doit être basé sur des valeurs endogènes, sur notre culture. Utiliser nos langues nationales pour l'apprentissage, pour la formation et puis pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a eu des réflexions vraiment très profondes qui sont pas seulement valables pour le Bénin, mais vraiment valables pour beaucoup de pays africains comme pour le Burkina. Et nous avons été très heureux et je remercie la direction de l'académie d'avoir fait venir d'autres académies au Bénin. Et ensemble, on a fait des échanges de points de vue. On a remarqué l'identité des points de vue entre les différentes académies. Les problèmes d'enseignement, de recherche sont les mêmes pratiquement dans toute la sous-région. Il est vrai qu'on n'a pas eu les pays anglophones, mais les pays qu'on a eu comme pays frères, comme le Burkina Faso, le Mali et autres, ont les mêmes problèmes que nous. Et on a vibré en phase sur la nouvelle orientation que nous souhaiterions que les décideurs politiques puissent donner à l'enseignement. Ainsi, nous estimons que la question de langue, des cultures nationales, constitue un soubassement aujourd'hui sur lequel on ne peut pas transiger. C'est l'élément essentiel. Nous nions pas l'apport, n'est-ce pas, des pays extérieurs, des langues comme le français, mais la première valeur sur laquelle peut fonder l'enseignement et la recherche ne peut être que les valeurs endogènes. Il est connu que les pays asiatiques qui ont choisi d'enseigner dans leur langue maternelle ont fait de grands progrès. Et les recherches ont atteint de grands niveaux à ce niveau-là. En Corée du Sud, et disons au Japon, et en Chine et autres pays, l'Iran fait de grands progrès en leur langue. J'estime que c'est la plus grande, disons, innovation qu'on a apportée aujourd'hui, à savoir dans cet atelier, à savoir que désormais, on va recommander aux décideurs politiques de voir la politique de l'enseignement, de le revoir en liant la technologie à la théorie, en liant la tête avec les mains et surtout en basant cela sur les langues nationales, on peut effectivement avancer et faire de notre pays un pays développé. La statue de Toussaint, l'ouverture à l'Ada et l'installation de l'histoire de la Guinée équatoriale à Malabo sont quelques-unes de ses œuvres. Dans la sculpture, Charlie Dikui a trouvé depuis bientôt 30 ans sa rédemption, l'artiste et son œuvre vue dans cet élément, ce magazine signé Nicanor Kovi. Son ancêtre Djikou savait y faire avec les pieds à moudre. Charlie, lui, perpétue à sa manière une tradition familiale consistant à triompher de la matière. Sculpteur, une vocation qu'il a sortie des rues du quartier populaire de Vossa à Cotonou. J'ai eu la chance de connaître la liberté très tôt. À l'âge de 11 ans, j'étais déjà dans la rue. Je dessinais déjà depuis mon bas âge. Et pour nourrir l'ambition de donner forme à mes dessins, et une volume à mes dessins, je suis allé à la sculpture. Et d'où j'ai découvert l'argile à Vossa, où j'ai commencé par toucher à l'argile. Dans sa sculpture, Charlie Djikou sème des graines de son vécu. Un vécu gravé au coup par coup depuis 30 ans, avec la même passion pour son art, peu importe le matériau abordé. J'ai commencé par toucher à l'argile. Vu que l'argile ne me donnait pas la satisfaction, je suis allé au béton, du béton au bois, du bois au bronze, au plâtre, et tout ce qui est matière que je peux sculpter. Et à Lokossa où j'ai découvert la pierre, et je suis maintenant à la pierre depuis 2019.
Comme une chenille qui devient papillon, Charlie Djikou semble avoir trouvé dans la pierre le moyen de subir la mue de la chrysalide. Et c'est encore avec un attachement chauvin qu'il a opté pour les matériaux du terroir pour accomplir sa destinée. La pierre béninoise est plus solide, plus jolie et plus très expressive. Sincèrement, nous avons de richesses sur notre terre. Du Lokossa, de Zé, ici tout près, jusqu'au fond nord du Bénin, il y a de la pierre. Donc le Bénin, je peux estimer à 60% du territoire béninois de la pierre riche. Nous avons même du granit rose au Bénin. Nous avons du marbre à ciel ouvert à Lanta et à Idadjo. Nous avons du granit dans tous les domaines, dans le gris, noir, dans toutes les couleurs, dans toutes les nuances, dans toutes les beautés possibles pour réaliser ces œuvres. Donc si je dois réaliser les œuvres avec les pierres de chez moi, je suis encore plus fier parce que je vois que l'expression est locale, et la pensée et la matière, tout est local, tout est béninoise et je suis fier de mon petit Bénin. L'œuvre de Charlie Djikou est une longue file de questionnements, emperlés l'un à l'autre par les expériences du quotidien. En donnant corps à ce qu'il tracasse, l'artiste devient un sociologue de la pierre. Dans les débuts, la pierre me dictait sa loi, mais aujourd'hui je lui fais ma loi. J'ai essayé de la dominer, la considérer comme une mousse que moi je pique. Elle n'est pas dure, elle est juste une force. Donc une force d'expression terrible. Je trouve dans la pierre beaucoup de souplesse, beaucoup d'humilité, de noble. La pierre, elle est trop noble. Et c'est que c'est une matière finie, quoi. Je sais que je participe à l'histoire de mon pays. Je participe à l'écriture de la vie de mon pays. Et je dois participer, c'est mon devoir, c'est pourquoi je suis né là. Je suis ici, donc je dois participer ici. Donc j'ai créé l'œuvre qui s'appelle « Où je pose mon pied ». Où je pose mon pied, je dois poser aussi ma tête, mon esprit là et travailler avec mes mains pour que les dieux me suivent là. Et on ne reflète que son Dieu. C'est pourquoi il reflète le Bénin. Le temps et la mort, la métempsychose est omniprésente dans la démarche artistique de Charlie Djikou, pour qui le génie créateur se libère dès le choix de la pierre à travailler. Quand je réveille dans les roches, dans les carrières, je ne ramasse pas les pierres. Je prends la pierre qui m'appelle. Et cette pierre qui m'appelle, je vais vers elle et puis je trouve une expression déjà au préalable qui m'appelle. Et quand elle m'appelle, il y a des questions qu'elle doit me répondre avant, ce morceau de bloc doit me répondre avant de gagner mon atelier à Cotonou, à Calavi, à Kassato plus précisément. La pierre parce que je veux rester dans le temps. J'ai l'ambition de rester dans le temps comme j'avais souvent vu les œuvres de l'Italie de la Renaissance, comme les œuvres de Michelangelo, mon idole. Le Quai Branly, il n'en a que faire. Mais un musée d'art contemporain au Bénin, Charlie Djikou en rêve, même les yeux ouverts. Il ne vivra peut-être pas assez pour le voir, mais par ses sculptures, Charlie Djikou a déjà vaincu le temps et la mort. Son nom est gravé dans la pierre. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Mouba pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.